Lisa. Lisa de Pierre Grimblat. Avec entre autres acteurs Michel Jonas. Un très beau film, hein. Moi, j'avoue, oui, je suis assez fier d'avoir participé à ce film, parce que c'est un film, après l'avoir vu, que l'on garde en soi longtemps. Vous savez, on revoit des images, on se souvient d'une émotion ressentie. Je crois que c'est ça un bon film, hein. C'est un film qui ne s'arrête pas quand la salle se rallume, quand on le garde. Alors, ce Sylvain Marceau, en fait, dans le film, il s'appelle Sylvain Kaplan, en fait, mais sa mère l'a élevé, l'a pas fait circoncire, elle l'a élevé chrétiennement, en lui parlant de nouveau rameau, en lui disant tu as un nouveau rameau. Le rameau nouveau, oui. Le rameau nouveau. Et il prend conscience, en fait, pendant le film, c'est toute l'histoire, il prend conscience de sa judéité, il choisit d'avoir le sort des autres juifs dans le film, et il est déporté par les nazis. Et Sam, votre fils, lui aussi, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est-à-dire que lui aussi, vous et sa mère, lui avez jamais vraiment parlé de ça, c'est toujours le rameau nouveau, et il prend conscience de sa judéité, il prend conscience aussi de qui est son père. De toute façon, je crois que c'est une question qu'on se trimballe tous, quoi, qu'on se pose au moins une fois dans sa vie quand on est juif. Ce truc de qu'est-ce que c'est qu'être juif? La question, elle est plus brûlante à l'époque de l'occupation pour Sylvain, évidemment, elle est vécue d'une façon plus brûlante, plus dramatique, je dirais, mais elle est la même aujourd'hui pour Sam, mon fils. Elle est la même parce que ses parents lui disent à un moment, nous, on était deux enfants cachés pendant la guerre. Et d'ailleurs, quand Pierre Grimblat vous a contacté, vous êtes allé le voir, vous avez lu cette scène, et vous avez eu beaucoup d'émotions, ce qui est normal. Et quand vous avez relevé la tête, vous avez vu que Grimblat avait les larmes aux yeux aussi, et donc, évidemment, l'affaire était... elle était là. L'affaire était là. Vous avez compris tous les deux en même temps que vous avez pleuré ensemble, vous avez compris tous les deux que... Et c'est aussi le cinéma qui fait le lien entre ces deux destins, ces deux hommes. Mais surtout, pour moi, Lisa, c'est vraiment un film d'amour, quoi. Le vrai lien entre toutes ces destinées dont vous avez très bien parlé, c'est vraiment l'amour. Mais alors vous, contrairement aux héros du film, enfin aux deux héros qui sont Sylvain et Sam, vous avez toujours su vos origines, on n'a pas essayé de vous élever dans votre famille chrétiennement, etc. Vous avez toujours su. Vous avez toujours eu ce sentiment d'appartenir. Vous dites, j'ai le sentiment d'appartenir à un peuple. Ça, vous saviez toujours. Mais vous dites aussi, ce sentiment peut être dangereux. Pourquoi? C'est vrai que je me suis toujours senti juif. Bien sûr, je l'ai toujours su. Mais je n'ai pas été élevé dans une tradition religieuse. On ne faisait pas le Shabbat, etc. Il n'y avait pas ces... Mais donc, moi, le premier contact que j'ai eu avec... c'est la douleur. Ce qu'on me racontait, ce qu'on me disait, moi, c'était c'est douloureux d'être juif, c'était les histoires de déportation de ma famille, etc. Donc, si j'ai dit que c'était dangereux, c'est parce que, oui, c'est ce qu'on me faisait... Je suis né en 47, vous voyez, c'était pas très lourd. Vous êtes né à Drancy, ce qui est incroyable en plus. Oui. C'est quand même, il faut dire à nos amis qui ne le savent pas, c'était le centre de tri pour expédier les trains dans toute l'Allemagne. C'est fou d'être né à Drancy. Il y avait une peur un peu. On le sait bien que cette génération-là, qui est venue tout de suite un peu après la guerre, pourquoi il y en a beaucoup qui n'étaient pas circoncis. Il y avait encore... C'était une des raisons. Hein. On ne sait jamais. Ça peut recommencer. Dans le film, on l'a vu, la scène, hein, Benjamin, que je joue, le père, on ne sait jamais. Ça peut recommencer. Il y avait tellement, c'était tellement fort et tellement intense, quoi, cette peur-là, que voilà, on ne sait jamais. Alors, vous êtes d'une famille d'origine juive hongroise, hein, donc comme je l'ai dit, né à Drancy. Votre père était représentant de commerce, qui n'est pas loin en fait, du personnage que vous jouez dans le film. Et le dimanche, vous alliez écouter de la musique tzigane chez les grands-parents. Oui, ça, on allait chez les grands-parents, et puis il sortait le tourne-disque, là, le Tepaz, là, puis il sortait les vieux disques tzigane hongrois, et c'est vrai que ça a été mon premier contact avec la musique, quoi. Pour moi, la musique, c'était ça. La musique, ça transformait les gens. Ça avait un pouvoir incroyable, quoi. Au bout d'un moment, avec le vin et puis la musique, en plus, c'était quand même des gens qui étaient des rescapés de la Shoah. Donc, ils disaient qu'il faut vivre la vie comme un miracle, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, ce qu'il aurait pu leur arriver, le fait d'être toujours là, d'être toujours en vie, ça leur donnait une force extraordinaire. Une force et donc une intensité de vie et donc une joie de vivre. Donc, il y a en même temps une douleur de ce qu'ils ont vécu ou de ce que leurs amis ou leur famille, ou leurs parents ont vécu, et en même temps une telle joie de vivre qu'on passe du rire aux larmes. Il n'y a pas de banalité, on rit, on pleure, mais en tout cas, il y a une joie. L'homme, il n'est pas là pour souffrir, quoi. Il y a une joie intérieure, comme si c'était en attente, quoi. Comme si elle attendait pour voir s'exprimer. Alors vous n'étiez pas, se dévoile. Comme vous l'avez dit, vous n'étiez pas religieuse, c'est-à-dire il n'y avait pas de pratique religieuse. La seule chose pour laquelle vous priez à l'époque, c'était pour avoir du beefsteak et du purée à midi. Oui, tiens. Et puis, plus tard, vous avez mené une espèce de quête spirituelle.
Non, mais vous avez beaucoup cherché à l'époque. À droite et à gauche, oui. Vous avez vu des rabbins, vous avez vu des prêtres, vous avez vu des gourous. Oui, j'étais en Inde, etc. Mais... Alors aujourd'hui, Michel, vous êtes plus proche de l'hindouisme, non, des philosophies orientales? Mais qu'est-ce que... Non, d'abord, je ne suis pas... On t'a vu avec Séverine Ferrer, alors arrête. Je me suis intéressé par les circonstances de la vie. Attendez, c'est pas un reproche. Mais non, d'abord parce qu'on a pratiquement le même âge, on a tous connu l'Orient à peu près à la même époque. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays d'Europe et d'Occident ont beaucoup à apprendre de la philosophie orientale. C'est pas un reproche, je suis pas en train de vous traiter de vieux baba là. Non, mais c'est exact. Mais Sri Aurobindo, Satprem, c'est des gens qui... Vous connaissez? Bah oui, je connais. C'est des gens qui ont Auroville, Pondichéry. Bah oui. C'est des gens qui ont des choses à nous apporter, bien sûr. Ah oui, à ça, beaucoup. Non, mais mais profitez-en, là, non, sérieusement, là, vous êtes à la télé. Oui. Je vous dis un truc, là. On est à la télé, on parle de Lisa, on en a parlé, on va en reparler. D'accord, je veux bien. Mais profitez-en pendant 5 minutes pour essayer, parce que les gens sont... D'accord. On est tous perdus dans notre époque. Dites-leur, voilà, pourquoi vous pensez qu'il y a quelque chose à trouver de ce côté-là. Top chrono. D'accord. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? Qu'est-ce que c'est que les religions? À quoi ça sert? Pour moi, ce sont des moyens qui permettent aux hommes... des moyens qui diffèrent selon les hommes, selon les lieux, selon les périodes, qui permettent aux hommes de se mettre en relation avec leur nature divine. Ça, c'est une question de foi, mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Et à partir du moment où l'appel est suffisamment intense, où le besoin est suffisamment intense pour se mettre en relation avec cette nature divine intérieure, tous les moyens sont bons, ce n'est pas les moyens qui comptent. Oui. On s'en fout des moyens. Peu importe le véhicule, du moment qu'on y va. Oui. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'il est vraiment intense, ton besoin, cet appel-là, vers quoi? Vers quelque chose que tu sens, toi, qui est riche, qui est beau, qui... Alors, il y a des réponses, quelquefois, avec cette question qu'on se trimballe, mais depuis qu'on est môme. Moi, je me trimballe une question depuis que je suis môme. Il y a quelque chose qu'on ne m'explique pas, il y a quelque chose d'autre. Et il y a des réponses qui résonnent plus que d'autres. Alors, c'est vrai, quand j'ai rencontré Sri Aurobindo et Mère et Satprem, ça a été une réponse forte, parce qu'il ne me parlait pas des choses en isme et de religion et de machin, il me disait, il y a une prochaine étape dans notre évolution, et ça c'est une vraie révolution. Oui, et ça leur théorie, je dis ça pour nos amis téléspectateurs, c'est que l'état actuel de l'homme n'est qu'un des maillons, n'est qu'un des, voilà, des étapes de l'évolution de l'humanité. Il y a quelque chose d'autre. Ce qui est tout à fait clair. Qu'est-ce que c'est cette autre étape? Si nous ne sommes pas le sommet de l'évolution, qu'est-ce que c'est cette autre étape? Mais là, nous sommes des explorateurs face à ça. Quelle prétention de croire qu'on serait l'aboutissement de l'évolution. Si toi, oui, quand même. Moi, plus que toi, Laurent. La preuve. Bien. Non, mais voilà. Cette exploration m'intéresse. Et donc, puisque tu m'as... c'est vrai que la télévision est un espace précieux. Mais la télévision peut servir à dire des choses intelligentes aussi. Alors, je conseille la lecture de Mère et de Sri Aurobindo et de Satprem, et d'autres, bien sûr. Mais d'être surtout pur et intense dans son appel et dans son besoin. Voilà. On n'est pas obligé de dire que des conneries à la télé. Non. Bien. Alors, un jour, je reprends votre enfance, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Un jour, vous découvrez complètement par hasard, et ça vous amène là où vous êtes arrivé après, que votre père était chanteur, en fait. Oui. Il était en Hongrie, chanteur de cabaret, et que ses parents étaient chanteurs d'opérette. Non. Ah non. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Si, ses parents étaient chanteurs d'opérette. Et vous avez un autre grand-père maternel, celui-là qui était chanteur à la synagogue. Que je n'ai pas connu. Voilà, donc en fait, un jour, vous avez découvert que vous veniez d'une famille de chanteurs. Simplement, votre père, il n'avait pas eu de succès. Oui, ça n'avait pas, oui. Et c'est votre père qui, un jour, vous a amené dans les années 60, au début des années 60, à l'Olympia. Et vous avez vu Édith Piaf, vous avez décidé de devenir artiste à ce moment-là? Non, mais c'était un vrai choc, quoi. C'était incroyable, cette petite bonne femme. Je me souviens de ce moment-là, quoi. C'était la première fois que j'étais dans un musical, c'était à l'Olympia. On avait annoncé le nom d'Édith Piaf, le rideau était fermé. Vous savez, à cette époque-là, les chanteurs, et on ne voyait pas les musiciens, ils rentraient comme ça, puis elle est rentrée tout doucement. Elle était déjà un petit peu... C'était tout doucement sous les applaudissements. Elle s'est plantée devant le micro, cette petite bonne femme, avec sa petite robe noire, avec ses mains comme ça. Elle a plaqué ses mains contre ses cuisses et elle a chanté. Et puis sa voix qui remplissait cet espace de l'Olympia. Et puis nous, on était là, puis je me suis dit, waouh! C'est quoi ce truc-là? Ça avait une force, ça avait une puissance, la chanson. Je me suis dit, c'est dingue, quoi, comme ça peut nous bouleverser, nous remuer, quoi. Et donc, pareil, j'ai fait un lien, et puis que ce soit la musique tzigane de mes grands-parents, et puis les larmes qui venaient, je me suis dit, la musique, ça a une puissance. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et voilà. Et alors, le vrai déclic, c'est en 62, en fait, vous avez 15 ans, et vous claquez la porte du lycée, vous cassez. D'abord, il faut dire la vérité. J'étais pas doué. Vous n'étiez pas doué, puis les autres, c'est pas très sympa avec vous, parce qu'à l'époque, vous étiez un petit peu enrobé. Hein, et alors, on l'appelait Jonas la baleine, si tu veux, à cause de... Oui, dans les petites classes, hein, pas après. Pas après. Oui, Jonas la baleine. Et puis alors, vous en avez marre, et vous dites, j'en ai marre des il faut.
Ah oui, j'avais un problème avec le devoir, je l'ai toujours d'ailleurs. Quand ça va s'arrêter, je supporte plus. Et là, vous partez, alors vous savez pas très bien, vous faites de la peinture, du dessin, de la comédie. Exact. Mais avec une vraie certitude que vous alliez y arriver. C'est-à-dire vous avez jamais douté de votre destin. Non, c'était, alors oui, c'est ça. Est-ce qu'on prévoit le futur ou est-ce que cette conviction fait le futur? Je sais pas, parce que moi je crois plutôt qu'on est créateur de sa vie. Mais c'est vrai que j'avais cette conviction-là tellement j'avais... Ah oui, j'étais pas bien à l'école, quoi. Ça a été des années terribles et je me suis dit, la liberté. Et pour moi, c'est vrai que la liberté, c'était de ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un ou à un patron, ou etc. Et le truc artistique, c'était, voilà, vous voyez, avant que la musique m'emporte, qu'elle me fasse des clins d'œil et que je me laisse séduire, c'est vrai que j'ai commencé par l'art dramatique. En fait, vous avez commencé avec, moi, quelqu'un que je connais, je ne sais pas qui le connaît encore ici, Vigon. Oui. Vigon et les Lemons, c'est avec votre copain Goldstein. Ah, moi je connais, bah oui. Je connais Vigon Vert. Ah bon, Vigon, c'est connu? Ah, ben c'est assez connu, Vigon, quand même. C'est un chanteur de rock qui était quoi, marocain, non? Il l'est toujours. Il l'est toujours. Ah, il est toujours en vie, Vigon? Ah ben, il est toujours, non seulement il est toujours en vie, mais il est toujours au Maroc et il chante toujours. Il a un endroit, je crois qu'il a un restaurant où il chante tous les soirs. Oui, oui. Bah, il nous regarde peut-être, Vigon. Oui, oui. T'imagines, Vigon, mais t'as pas connu ça, toi. Et alors, après vous faites le King Set. Oui. Toujours avec votre copain Goldstein. Et puis après, vous finissez quand même par chanter tout seul. Dites-moi, qu'elle est partie pour un autre que moi, mais pas à cause de moi. Elle la connaît. Dites-moi ça, dites-moi ça. Une super nana, une super nana, une super nana, une super nana. On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Changez tout, changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. En v'là du slow, en v'là, et c'est du bon, croyez-moi. Sur le Carpentier, j'étais figurant. Tu te regardes, tu me reconnais. Touchez-moi ça. Les wagonnets qui nous éloignent de l'autre et votre destin qui choisit. Les wagonnets concours se charger en vie. Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Aucun de nous deux n'a bougé. Les fourmis rouges. Est-ce que quelque chose a changé? Cochon. Ah ça c'est plus... Ah ça c'est... Merci. C'est beau, hein? Merci. C'est magnifique. Ça me fait plaisir. Ouais, le dernier, ça s'appelle Paul West. Voilà, Paul West, et le single s'appelle C'est ça le blues.
et ça donne ça. C'est ça le blues. C'est ça le blues. C'est ça le blues. T'as pas le pouvoir. Tu peux pas faire. Tout entendre, même si c'est dur. Allez-y. Est-ce que ça s'arrête un jour? Et voilà, c'est ça le blues, Michel Jonas, extrait de son dernier CD qui s'appelle Paul West. Alors vous êtes comme Julien Clerc, c'est-à-dire que vous faites les... Non, il n'y avait aucune pub pour un tampon, je suis désolé. J'ai bien écouté les chansons. Jonas, non, il n'y en a pas. Non, vous êtes comme Julien, c'est-à-dire que vous faites les textes avant les musiques. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui font l'inverse, qui commencent par les musiques et qui collent des textes. Et vous, c'est l'inverse. Oui, pour moi, ça me paraît naturel, quoi. C'est les mots qui vont faire naître la musique. Oui. Donc, vous dites que la musique est là pour exprimer ce que suggère le texte. Voilà, c'est exactement la façon de travailler de Julien Clerc. Vous dites que le texte porte sa rythmique en lui. Voilà. Et les gens font en général l'inverse. Bien, eh bien, vous restez avec nous. Ah, avec plaisir.